Vous savez, la plupart des gens pensent que les dictateurs arrivent au pouvoir par la force, les tanks dans les rues et les coups d'État sanglants. Qu'ils brisent les portes du palais présidentiel avec des armes et des cris de guerre. Quelle belle et tragique idée fausse. Il a fallu qu'un homme de 58 ans nommé Jean-Pierre Delacroix, et une simple poignée de mains souriantes dans les couloirs de l'Élysée, brise complètement cette illusion et révèle une vérité que la plupart d'entre nous passent toute leur vie à éviter: les vrais dictateurs ne prennent pas le pouvoir, ils le séduisent. Je m'appelle Michel Dubois. Vous regardez, leçon tirée d'une longue vie. Avant de plonger dans cette histoire puissante, je dois vous demander quelque chose d'important. Si ces histoires qui changent la vie vous touchent, pensez à vous abonner à Leçon tirée d'une longue vie et à activer la cloche de notification. Cela vous assure de ne jamais manquer nos récits profondément émouvants, et cela nous aide vraiment à continuer de partager ces histoires transformatrices avec vous. Jean-Pierre Delacroix avait ce sourire. Vous savez, ce sourire qui vous fait immédiatement confiance, celui qui vous donne envie de lui confier vos secrets les plus intimes. Quand je l'ai rencontré pour la première fois en 2019, dans son bureau du ministère de l'Intérieur rue Beauvau, j'ai immédiatement compris pourquoi tant de gens l'adoraient. Grand, élégant, avec cette prestance naturelle des diplômés de l'ENA, il avait cette façon particulière de vous regarder droit dans les yeux qui vous donnait l'impression d'être la personne la plus importante au monde. Ce jour-là, il portait un costume bleu marine impeccablement taillé, une cravate bordeaux discrète, et ses cheveux gris argentés étaient coiffés avec cette négligence calculée qui caractérise les hommes de pouvoir français. Mais c'étaient ses yeux qui vous marquaient. D'un bleu acier perçant, il semblait lire en vous comme dans un livre ouvert, analyser chaque micro-expression, chaque hésitation dans votre voix. Michel, m'avait-il dit en me serrant la main avec cette fermeté parfaite, ni trop forte ni trop faible, j'ai lu tous vos articles sur les réformes de la police. Brillant travail. Vraiment brillant. Sa voix avait cette chaleur étudiée, ce timbre grave qui inspire instantanément le respect et la confiance. À l'époque, Jean-Pierre Delacroix était considéré comme l'un des ministres les plus compétents du gouvernement. Fils d'un modeste fonctionnaire de Lyon, il avait gravi tous les échelons de la fonction publique avec une détermination exemplaire. Marié depuis 28 ans à Elisabeth, une ancienne journaliste de France 2 qui avait abandonné sa carrière pour soutenir la sienne, père de 2 enfants brillants, Mathilde, 26 ans, avocate, et Thomas, 24 ans, ingénieur, il incarnait parfaitement la réussite républicaine française. Mais ce que personne ne savait à l'époque, c'est qu'à cet instant précis, dans son bureau aux boiseries dorées et au portrait de ses prédécesseurs, Jean-Pierre Delacroix était en train de mettre en œuvre le plan le plus machiavélique de l'histoire politique française moderne. 3 mois plus tôt, dans le secret de son bureau personnel de l'avenue de Ségur, il avait pris une décision qui allait changer le destin de la France. Son mentor politique, Henri Moreau, le président du parti au pouvoir depuis 15 ans, venait de lui annoncer qu'il ne se représenterait pas aux prochaines élections présidentielles. Jean-Pierre, lui avait dit le vieil homme de 72 ans, les yeux fatigués par des décennies de combats politiques, je compte sur toi pour porter nos idées. Tu es mon héritier naturel. Delacroix avait acquiescé avec cette humilité feinte qu'il maîtrisait à la perfection. Henri, c'est un honneur immense. Je ne vous décevrai pas. Mais derrière ce masque de loyauté, son esprit calculait déjà. Henri Moreau était usé, dépassé, incapable de comprendre les nouveaux enjeux du pouvoir moderne. Il fallait l'éliminer politiquement, et vite. Le soir même, dans son appartement du 7e arrondissement, Jean-Pierre s'était enfermé dans son bureau personnel. Elisabeth dormait déjà, épuisée par une journée de réceptions officielles. Il avait sorti de son coffre-fort personnel un dossier qu'il constituait depuis des années, Projet Phénix. 120 pages de stratégie politique, d'analyse psychologique de ses adversaires, de plans de communication, et surtout, une liste détaillée de tous les secrets compromettants qu'il avait collectés sur les principales figures politiques françaises. Car voyez-vous, Jean-Pierre Delacroix avait compris très tôt une vérité fondamentale: dans la politique moderne, l'information est plus puissante que n'importe quelle armée. Pendant ses 15 années au ministère de l'Intérieur, il avait méthodiquement constitué un réseau d'informateurs dans tous les services de renseignement français. Officiellement pour mieux servir la République, officieusement pour alimenter ses propres ambitions. Il savait que le député Martineau avait détourné 200 000 € de fonds publics pour financer la scolarité privée de ses enfants. Il connaissait la liaison secrète de la ministre de la Justice avec un lobbyiste de l'industrie pharmaceutique. Il possédait les preuves de l'évasion fiscale du président de l'Assemblée nationale. Et surtout, il détenait le secret le plus explosif de tous: Henri Moreau, son mentor bien-aimé, avait accepté des pots de vin d'un dictateur africain 20 ans plus tôt. Cette nuit-là, assis dans la pénombre de son bureau,
éclairé seulement par la lueur de son ordinateur portable, Jean-Pierre avait souri. Ce sourire froid, calculateur, que personne ne lui connaissait. Le sourire d'un prédateur qui vient de repérer sa proie. Le lendemain matin, il avait convoqué dans son bureau 3 hommes qui allaient devenir les piliers de son ascension: Marc Rousseau, directeur adjoint de la DGSE, un homme de 45 ans au visage anguleux qui lui devait sa carrière; Philippe Garnier, patron d'une grande agence de communication politique, spécialiste de la manipulation de l'opinion publique; et Antoine Leclerc, juge d'instruction ambitieux qui rêvait de présider la Cour de cassation. Messieurs, leur avait-il dit avec cette autorité naturelle qui le caractérisait, nous allons changer la France. Mais pour cela, nous devons d'abord changer les règles du jeu. Marc Rousseau avait été le premier à comprendre. Monsieur le ministre, vous pouvez compter sur moi. Mes services sont à votre disposition. Philippe Garnier avait acquiescé silencieusement, ses petits yeux noirs brillants d'excitation. Antoine Leclerc, plus prudent, avait simplement hoché la tête. C'est à ce moment-là que Jean-Pierre Delacroix avait franchi la ligne rouge. Dans ce bureau du ministère de l'Intérieur, entouré de ces 3 hommes qui venaient de vendre leur âme, il avait cessé d'être un serviteur de la République pour devenir son futur maître. Les semaines suivantes avaient été un chef-d'œuvre de manipulation politique. D'abord, des fuites savamment orchestrées dans la presse sur les « difficultés de santé » d'Henri Moreau. Rien de méchant, juste assez pour semer le doute sur sa capacité à mener une campagne présidentielle. Puis, des sondages indépendants, commandés secrètement par Philippe Garnier, montrant la popularité croissante de Jean-Pierre Delacroix auprès des Français. Parallèlement, Marc Rousseau avait discrètement fait parvenir à Henri Moreau des informations confidentielles sur une supposée enquête judiciaire le concernant. Rien de concret, juste assez pour l'inquiéter et le pousser à la prudence. Antoine Leclerc, de son côté, avait ouvert une enquête préliminaire sur les finances du parti, officiellement pour assainir la vie politique, en réalité pour créer un climat de suspicion généralisé. Le coup de grâce était venu un mardi matin de novembre. Jean-Pierre avait demandé à voir Henri Moreau en privé dans son bureau de l'Élysée. Le vieil homme était arrivé nerveux, affaibli par des semaines de pression médiatique et de rumeurs persistantes. Henri, avait commencé Jean-Pierre avec cette fausse compassion qu'il maîtrisait si bien, « Je suis inquiet pour vous. Ces attaques dans la presse, cette enquête judiciaire. Peut-être serait-il sage de vous retirer de la course présidentielle. Pour votre santé, pour votre famille. » Henri Moreau l'avait regardé avec des yeux fatigués. « Jean-Pierre, vous pensez vraiment que c'est la meilleure solution ? » ?»« Je le pense sincèrement. Et si vous me faites confiance, je porterai nos idées communes. Je serai votre héritier fidèle. » Ce jour-là, Henri Moreau avait annoncé son retrait de la course présidentielle. Jean-Pierre Delacroix était devenu le candidat naturel du parti au pouvoir. Dans les sondages, sa cote de popularité explosait. Les médias saluaient son « courage » et sa « vision moderne » de la politique. Mais le soir de cette victoire, seul dans son bureau, Jean-Pierre avait eu un moment de lucidité troublante. En regardant son reflet dans la vitre de sa fenêtre, il avait vu pour la première fois le visage de l'homme qu'il était en train de devenir. Et pendant une fraction de seconde, il avait eu peur. Cette peur avait duré exactement 3 secondes. Puis il avait souri. Ce sourire froid qui allait devenir sa signature. Car Jean-Pierre Delacroix venait de découvrir quelque chose d'enivrant, le pouvoir de détruire des vies d'un simple geste, de manipuler l'opinion publique comme un marionnettiste, de plier la réalité à sa volonté. 6 mois plus tard, il remportait l'élection présidentielle avec 52% des voix au second tour. Le soir de sa victoire, sur l'estrade de son QG de campagne, devant des milliers de militants en liesse, il avait prononcé un discours mémorable sur le renouveau démocratique et la transparence politique. Mais ce que les caméras n'avaient pas filmé, c'est ce qui s'était passé dans les coulisses, juste avant son apparition publique. Seul dans sa loge, Jean-Pierre Delacroix avait regardé son reflet dans le miroir et avait murmuré ces mots terrifiants: « Maintenant, le vrai travail commence. » Car voyez-vous, remporter l'élection présidentielle n'était que la première étape de son plan. Jean-Pierre Delacroix n'avait jamais voulu être simplement président de la République française. Il voulait en être le maître absolu. Et dans quelques heures, quand il poserait pour la première fois le pied dans le bureau présidentiel de l'Élysée, il allait découvrir que le pouvoir suprême était encore plus grisant que tout ce qu'il avait imaginé. Mais il allait aussi découvrir quelque chose d'autre, quelque chose que personne ne lui avait dit sur le prix à payer pour devenir un dictateur. Mais cette révélation terrifiante, et ce qu'elle allait déclencher dans les 100 premiers jours de son mandat, c'est ce que nous découvrirons dans le prochain chapitre de cette histoire glaçante. Le 15 mai 2022,
À 8h47 précise, Jean-Pierre Delacroix franchit pour la première fois le seuil du bureau présidentiel de l'Élysée en tant que président de la République française. L'immense pièce aux dorures 18 degrés siècle, avec son bureau en acajou massif et ses portraits de ses illustres prédécesseurs, semblait l'attendre depuis toujours. Mais contrairement à tous les présidents avant lui, Jean-Pierre ne s'arrêta pas pour contempler l'histoire des lieux. Il se dirigea directement vers le bureau, sortit de sa mallette en cuir un dossier marqué « Opération Renaissance » et commença immédiatement à passer ses premiers coups de téléphone. Car voyez-vous, il n'avait que 100 jours pour transformer la République française en quelque chose de totalement différent. Et il savait exactement par où commencer. Son premier appel fut pour Marc Rousseau. « Marc, c'est fait. Je veux que vous soyez ici dans 1 heure avec la liste complète. Tous les postes clés, tous les noms, toutes les faiblesses. » Sa voix était calme, presque désinvolte, mais Marc Rousseau connaissait assez Jean-Pierre pour déceler l'urgence glaciale qui se cachait derrière cette tranquillité apparente. Le deuxième appel fut plus délicat. « Élisabeth, dit-il à sa femme qui se trouvait encore dans leur appartement privé, il faut que nous parlions. Maintenant. » Élisabeth Delacroix arriva dans le bureau présidentiel 20 minutes plus tard. À 54 ans, cette ancienne journaliste de France 2 avait conservé cette élégance naturelle qui avait séduit Jean-Pierre 30 ans plus tôt. Mais ce matin-là, en voyant l'expression de son mari, elle comprit immédiatement que quelque chose avait changé. « Assieds-toi, lui dit-il sans lever les yeux de ses documents. Ce que je vais te dire va changer notre vie à jamais. » Élisabeth s'installa dans l'un des fauteuils Louis XVI face au bureau présidentiel. Elle connaissait Jean-Pierre depuis assez longtemps pour savoir reconnaître ses différentes humeurs. Mais cette froideur clinique, cette distance calculée, c'était nouveau. Et terrifiant. « Élisabeth, pendant toutes ces années, tu as cru être mariée à un homme politique ambitieux mais honnête. Tu as eu tort. » Il leva enfin les yeux vers elle, et ce qu'elle y lut la glaça jusqu'aux os. « Tu es mariée à quelqu'un qui va devenir le maître absolu de ce pays. Et tu as 2 choix, soit tu m'accompagnes dans cette transformation, soit tu deviens un obstacle que je devrais éliminer. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Élisabeth sentit son cœur s'emballer, ses mains devenir moites. L'homme qu'elle avait épousé, le père de ses enfants, l'homme avec qui elle avait partagé 28 années de sa vie, venait de disparaître. À sa place se tenait un étranger au regard d'acier. « Jean-Pierre, murmura-t-elle, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Je te dis que dans 6 mois, je contrôlerai tous les pouvoirs de l'État français. Exécutif, législatif, judiciaire, médiatique. Je te dis que la démocratie française telle que nous la connaissons va cesser d'exister. Et je te dis que tu peux soit être ma complice, soit être ma première victime. » Élisabeth sentit le monde s'effondrer autour d'elle. Cet homme qu'elle aimait depuis 3 décennies venait de lui révéler qu'il était devenu un monstre. Mais le plus terrifiant, c'est qu'en regardant ses yeux, elle comprit qu'il ne plaisantait pas. Pas une seconde. « Et nos enfants ?» parvint-elle à articuler. « Nos enfants s'adapteront. Ou ils partiront. Leur choix. » Cette phrase fut le moment où Élisabeth Delacroix mourut psychologiquement. La femme qui sortit de ce bureau 20 minutes plus tard était devenue autre chose, la complice silencieuse d'un futur dictateur. Car face à la menace implicite mais claire de son mari, elle avait choisi la survie plutôt que la résistance. À 10h30, Marc Rousseau arriva avec 3 mallettes de documents. Grand, mince, avec ce visage anguleux qui ne souriait jamais, l'ancien directeur adjoint de la DGSE avait passé la nuit à compiler tout ce que les services de renseignement français savaient sur les principales figures de l'État. « Monsieur le Président, dit-il en posant les mallettes sur le bureau, voici ce que vous avez demandé. Tous les postes stratégiques, tous les profils psychologiques, toutes les failles exploitables. » Jean-Pierre ouvrit la première mallette. À l'intérieur, des centaines de fiches détaillées sur chaque haut fonctionnaire, chaque juge important, chaque directeur de médias, chaque chef militaire. Mais ce n'étaient pas des CV ordinaires. C'étaient des armes. « Parfait, » murmura Jean-Pierre en parcourant les documents. « Commençons par le plus urgent. La justice. » Il sortit une fiche marquée « Antoine Leclerc, procureur général près la Cour de cassation. » L'homme qui l'avait aidé à éliminer Henri Moreau allait maintenant recevoir sa récompense. Mais aussi ses nouvelles instructions. « Marc, je veux qu'Antoine soit nommé ministre de la Justice dans les 48 heures. Officiellement pour moderniser le système judiciaire français. En réalité, pour le placer sous notre contrôle direct. Et s'il refuse ?» Jean-Pierre sourit. Ce sourire froid qui était devenu sa signature.
Il ne refusera pas. Nous avons des photos très compromettantes de sa liaison avec la femme du président du tribunal de grande instance de Paris. Sa carrière et son mariage exploseraient en 24 heures. Marc Rousseau acquiesça silencieusement. Il commençait à comprendre la méthode de Lacroix, chaque nomination, chaque promotion, chaque décision était en réalité un acte de chantage déguisé. Les jours suivants furent un ballet macabre de nominations stratégiques. Philippe Garnier, le spécialiste de la communication politique, fut nommé conseiller spécial du président pour l'information gouvernementale. En réalité, il allait orchestrer la plus grande campagne de manipulation médiatique de l'histoire française. Général Moreau, aucun lien de parenté avec Henri, un militaire de 52 ans aux ambitions contrariées, devint chef d'état-major particulier du président. Officiellement pour renforcer la sécurité présidentielle. En réalité, pour créer une garde prétorienne personnelle. Dr Sarah Blanchard, psychiatre brillante mais sans scrupules, fut nommée conseillère présidentielle pour les questions de santé mentale. Son vrai rôle, analyser les profils psychologiques des adversaires politiques de Delacroix pour identifier leurs faiblesses exploitables. Mais le coup de maître fut la nomination de Claire Dubois comme directrice générale de l'audiovisuel public. Cette ancienne journaliste de 48 ans, ambitieuse et pragmatique, avait une particularité, elle était secrètement endettée à hauteur de 800 000 € suite à de mauvais investissements immobiliers. Jean-Pierre le savait. Elle aussi savait qu'il le savait. Le jour de sa nomination, Claire fut convoquée dans le bureau présidentiel. « Claire, lui dit Jean-Pierre avec cette fausse cordialité qu'il maîtrisait si bien, félicitations pour votre nomination. J'ai une confiance absolue en vous. Merci, Monsieur le Président. Je ne vous décevrai pas. J'en suis certain. D'ailleurs, j'ai pris la liberté de faire virer 800 000 € sur votre compte personnel. Considérez cela comme une prime de bienvenue. » Claire Dubois sentit son sang se glacer. En acceptant cet argent, elle venait de signer un pacte avec le diable. Mais refuser signifiait la ruine financière et la fin de sa carrière. « Monsieur le Président, c'est très généreux, mais... » Il n'y a pas de « mais », Claire. Cet argent vous appartient. En échange, j'attends simplement de vous une loyauté absolue. Les médias publics français vont devenir les porte-voix de ma vision pour le pays. Vous comprenez ? Claire Dubois comprenait parfaitement. Elle venait d'être achetée. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle se sentait presque soulagée. Fini les nuits blanches à s'inquiéter de ses dettes. Fini l'angoisse de la faillite personnelle. Elle était maintenant sous la protection du président de la République. Peu importait le prix à payer. Pendant ce temps, dans les coulisses, Philippe Garnier orchestrait une campagne médiatique d'une subtilité diabolique. Pas de propagande grossière, pas de censure visible. Juste une série d'articles indépendants dans la presse écrite, de reportages objectifs à la télévision, d'analyses expertes sur les réseaux sociaux, tous convergeant vers la même conclusion, Jean-Pierre Delacroix était exactement le président dont la France avait besoin. Les sondages, savamment manipulés, montraient une popularité présidentielle en hausse constante. 67% d'opinion favorable après un mois de mandat, 71% après 2 mois. Des chiffres qui faisaient rêver tous les présidents précédents, mais qui cachaient une réalité terrifiante, l'opinion publique française était en train d'être reprogrammée. Mais c'est le 14 juillet 2022 que Jean-Pierre Delacroix franchit un nouveau cap dans sa transformation. Ce jour-là, pendant le traditionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, il eut une révélation qui allait changer le cours de son règne. Assis dans la tribune officielle, regardant défiler les régiments de la République française, il ressentit pour la première fois l'ivresse absolue du pouvoir. Ces milliers de soldats défilaient pour lui. Ces millions de téléspectateurs le regardaient. Ce pays entier était suspendu à ses paroles, à ses gestes, à ses décisions. À cet instant précis, Jean-Pierre Delacroix cessa définitivement d'être un président de la République. Il devint quelque chose de beaucoup plus dangereux, un homme qui venait de découvrir qu'il pouvait faire plier un pays entier à sa volonté. Le soir même, dans son bureau de l'Élysée, il convoqua une réunion d'urgence avec son cercle rapproché. Marc Rousseau, Philippe Garnier, Antoine Leclerc, le général Moreau, Dr Blanchard et Claire Dubois étaient tous présents. « Mes amis, leur dit-il avec cette autorité naturelle qui le caractérisait, les 100 premiers jours touchent à leur fin. Il est temps de passer à la phase suivante. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre donnant sur les jardins de l'Élysée, puis se retourna vers eux. Son visage avait cette expression que Marc Rousseau apprendrait à redouter, le calme absolu d'un prédateur qui va frapper. « Dans les 3 mois qui viennent, nous allons créer une crise nationale.
Une crise si grave que les Français nous supplieront de prendre des mesures exceptionnelles. Et nous les prendrons. Le silence dans la pièce était assourdissant. Chacun comprenait qu'il venait de franchir une ligne rouge irréversible. « Quelle sorte de crise ?» demanda timidement Dr Blanchard. Jean-Pierre sourit. Ce sourire glacial qui hantait maintenant les cauchemars d'Élisabeth. Le genre de crise qui justifie l'état d'urgence permanent. Le genre de crise qui permet de suspendre certaines libertés constitutionnelles. Le genre de crise qui transforme un président en sauveur suprême. Cette nuit-là, en rentrant chez lui dans son appartement du 16e arrondissement, Marc Rousseau eut une pensée terrifiante. En aidant Jean-Pierre Delacroix à accéder au pouvoir, il avait cru servir la France. Il venait de comprendre qu'il avait en réalité participé à sa destruction. Mais il était trop tard pour reculer. Beaucoup trop tard. Car dans quelques semaines, Jean-Pierre Delacroix allait orchestrer la première crise de son règne. Une crise si bien planifiée, si parfaitement exécutée, que même ses plus proches collaborateurs mettraient du temps à comprendre qu'elle était entièrement artificielle. Et cette crise allait révéler quelque chose de terrifiant sur la nature humaine, à quel point il est facile de manipuler un peuple entier quand on maîtrise parfaitement ses peurs les plus profondes. Le 3 septembre 2022, à 14h23, un événement apparemment anodin allait déclencher la première grande crise du mandat de Jean-Pierre Delacroix. Dans une banlieue de Lyon, une explosion accidentelle dans une usine chimique provoqua un nuage toxique qui força l'évacuation de 50 000 habitants. Les médias parlèrent immédiatement d'un accident industriel majeur. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette explosion avait été soigneusement planifiée 3 mois plus tôt dans le bureau présidentiel de l'Élysée. Philippe, avait dit Jean-Pierre à Philippe Garnier lors d'une réunion secrète en juin, « J'ai besoin d'une crise. Quelque chose d'assez grave pour justifier des mesures exceptionnelles, mais pas assez pour créer une panique générale. Quelque chose qui fasse peur aux Français sans les tuer. » Philippe Garnier avait souri. Cet homme de 51 ans, ancien publicitaire reconverti dans la communication politique, était un maître dans l'art de manipuler les émotions collectives. « Monsieur le Président, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Une usine chimique en difficulté financière, un patron criblé de dettes, et un système de sécurité défaillant. Avec les bonnes incitations, nous pouvons transformer un accident en opportunité. » L'usine Chimex de Vénissieux était le candidat parfait. Son directeur, Bernard Morel, un homme de 58 ans rongé par 15 ans de difficultés économiques, avait accumulé 2,3 millions d'euros de dettes personnelles. Quand Marc Rousseau lui avait rendu visite en juillet, la proposition était simple, provoquer un accident, contrôlé en échange de l'effacement de ses dettes et d'un poste de consultant gouvernemental grassement rémunéré. Monsieur Morel, lui avait dit Marc avec cette froideur clinique qui le caractérisait, vous avez le choix entre la faillite personnelle et professionnelle, ou devenir un héros national qui aide son pays à se moderniser. L'accident que nous vous demandons de provoquer ne fera aucun mort. Juste assez de dégâts pour justifier de nouvelles réglementations. Bernard Morel avait accepté. Comme tous les autres avant lui, il avait choisi la survie plutôt que la résistance. Le jour J, l'explosion fut parfaitement orchestrée. 14h23, moment où l'usine était en sous-effectif à cause de la pause déjeuner prolongée du vendredi. Le nuage toxique, bien que spectaculaire, était composé de produits irritants mais non mortels. Les 50 000 évacués purent regagner leur domicile 48 heures plus tard sans aucune séquelle grave. Mais l'impact psychologique fut dévastateur. Les images du nuage orange survolant les banlieues lyonnaises firent le tour du monde. Les médias français, désormais sous l'influence subtile de Claire Dubois, amplifièrent la dramatisation. Catastrophe industrielle majeure, la France face aux risques chimiques, quand nos usines deviennent des bombes à retardement. Jean-Pierre Delacroix était en réunion avec le ministre de l'économie quand son secrétaire particulier fit irruption dans le bureau. « Monsieur le Président, excuse-moi de vous déranger, mais il y a une explosion chimique majeure à Lyon. Les préfets demandent vos instructions. » L'expression de surprise parfaitement calibrée de Jean-Pierre aurait mérité un Oscar. « Mon Dieu! Combien de victimes? » « Aucun mort pour l'instant, Monsieur le Président, mais 50 000 personnes évacuées. » « Annulez tous mes rendez-vous. Je pars immédiatement pour Lyon. » 2 heures plus tard, Jean-Pierre Delacroix atterrissait à l'aéroport de Lyon-Saint-Exupéry. Les caméras de télévision étaient déjà en place, savamment positionnées par l'équipe de Philippe Garnier pour saisir les meilleures images de « Président en action ». Sur le terrain, Jean-Pierre joua à la perfection son rôle de chef d'État responsable et déterminé. Combinaison de protection, masque à gaz, visite des sinistrés dans les centres d'hébergement temporaire.
Chaque geste était calculé pour projeter l'image d'un président qui n'hésite pas à se mettre en danger pour son peuple. Mes chers concitoyens, déclara-t-il devant les caméras, le visage grave, la voix légèrement tremblante d'émotion, ce qui s'est passé aujourd'hui à Lyon est inacceptable. Nous ne pouvons plus accepter que nos industries mettent en danger la vie de nos familles. Je vous promets que nous prendrons toutes les mesures nécessaires pour que cela ne se reproduise jamais. Le soir même, de retour à l'Élysée, Jean-Pierre convoqua une réunion d'urgence du Conseil de défense. Autour de la table, le Premier ministre, les ministres de l'Intérieur, de la Justice, de la Défense, et bien sûr Antoine Leclerc, désormais ministre de la Justice. Mes chers collègues, commença Jean-Pierre avec cette gravité étudiée qu'il maîtrisait si bien, l'accident de Lyon révèle des failles structurelles dans notre système de sécurité industrielle. Nous devons agir vite et fort. Il sortit de sa mallette un dossier de 200 pages qu'il avait en réalité préparé des mois plus tôt. Voici le projet de loi d'urgence que je propose. Renforcement des pouvoirs de contrôle de l'État, création d'une agence nationale de sécurité industrielle avec des prérogatives élargies, et surtout, possibilité pour le gouvernement de réquisitionner temporairement toute entreprise présentant un risque pour la sécurité nationale. Le ministre de l'Économie, un homme intègre nommé François Bertrand, leva la main. Monsieur le Président, ces mesures me semblent disproportionnées par rapport à... François, l'interrompit Jean-Pierre avec une douceur glaciale, 50 000 personnes ont été évacuées aujourd'hui. Voulez-vous attendre qu'il y ait des morts pour agir? Non, bien sûr, mais... Alors nous voterons cette loi en urgence. Antoine, combien de temps pour la faire adopter? Antoine Leclerc, qui connaissait parfaitement son rôle, répondit immédiatement, avec la procédure d'urgence et le soutien de notre majorité parlementaire, 15 jours maximum, Monsieur le Président. Parfait. Faites-le. Cette nuit-là, François Bertrand rentra chez lui profondément troublé. Quelque chose dans l'attitude du président l'inquiétait. Cette préparation trop parfaite, cette réaction trop rapide, cette loi déjà rédigée. Mais il chassa ses pensées. Jean-Pierre Delacroix était le président de la République française. Il était impensable qu'il puisse orchestrer une catastrophe pour servir ses propres intérêts. Les 15 jours suivants furent un festival de manipulation démocratique. Philippe Garnier orchestra une campagne médiatique d'une efficacité redoutable. Témoignages d'experts complaisants, sondages montrant que 78% des Français soutenaient les mesures d'urgence, éditoriaux enflammés sur la nécessité de protéger nos concitoyens. Parallèlement, Marc Rousseau activait ses réseaux pour neutraliser toute opposition. Le député écologiste Paul Moreau, encore un homonyme sans lien de parenté, qui s'apprêtait à dénoncer la disproportion des mesures, reçut la visite nocturne de 2 hommes en costume sombre qui lui montrèrent des photos compromettantes de sa fille de 19 ans dans une soirée étudiante arrosée. « Monsieur le député », lui dit l'un d'eux avec un sourire poli, « il serait dommage que ces images se retrouvent sur les réseaux sociaux, n'est-ce pas ?» Paul Moreau vota pour la loi d'urgence. La journaliste d'investigation Sarah Lemoine, qui enquêtait sur les circonstances étranges de l'explosion de Lyon, vit son ordinateur portable volé dans le métro parisien. Toutes ses notes, tous ses contacts, toutes ses preuves disparurent en une nuit. Quand elle tenta de reconstituer son enquête, ses sources refusèrent soudainement de lui parler. Le 18 septembre 2022, la loi d'urgence sur la sécurité industrielle fut adoptée par l'Assemblée nationale avec 387 voix pour et seulement 43 contre. Jean-Pierre Delacroix venait de franchir un cap décisif. Pour la première fois dans l'histoire de la Ve République française, un président obtenait des pouvoirs exceptionnels en temps de paix sur la base d'une crise qu'il avait lui-même créée. Mais ce n'était que le début. 3 semaines plus tard, une nouvelle crise frappa la France. Cette fois, c'était une cyberattaque d'origine étrangère qui paralysa pendant 6 heures le système informatique de plusieurs ministères. Les médias parlèrent immédiatement d'une agression numérique majeure contre la souveraineté française. Ce que personne ne savait, c'est que cette cyberattaque avait été orchestrée par une équipe de hackers français travaillant secrètement pour Marc Rousseau. L'opération, baptisée « Bouclier numérique », avait été planifiée pour justifier la création d'une agence gouvernementale de cybersécurité avec des pouvoirs de surveillance étendus sur Internet. « Mes chers concitoyens », déclara Jean-Pierre lors d'une allocution télévisée exceptionnelle, la France est attaquée. Nos ennemis utilisent maintenant l'arme numérique pour déstabiliser notre démocratie. Nous devons nous défendre. La loi sur la cybersécurité nationale fut adoptée en urgence 3 semaines plus tard. Elle donnait au gouvernement le droit de surveiller toutes les communications numériques des citoyens français en cas de menace pour la sécurité nationale. Officiellement pour protéger la France des cyberattaques étrangères.
En réalité pour espionner tous les opposants politiques de Jean-Pierre Delacroix. C'est à ce moment-là que Mathilde et Thomas, les enfants de Jean-Pierre, commencèrent à comprendre qui était vraiment devenu leur père. Mathilde, 26 ans, avocate spécialisée en droit constitutionnel, fut la première à réagir. Un soir d'octobre, elle débarqua sans prévenir dans l'appartement privé de ses parents à l'Élysée. « Papa, dit-elle en entrant dans le salon où Jean-Pierre lisait tranquillement Le Figaro, il faut qu'on parle. » Jean-Pierre leva les yeux vers sa fille. Cette jeune femme brillante, diplômée de Sciences Po et de Harvard, avait hérité de son intelligence mais aussi de sa détermination. Et pour la première fois depuis des mois, il ressentit quelque chose qui ressemblait à de l'inquiétude. « Mathilde, ma chérie, assieds-toi. Tu as l'air contrariée. »« Contrariée ? Papa, je suis terrifié. Ces lois que tu fais voter, ces pouvoirs exceptionnels que tu t'accordes. Tu es en train de détruire la démocratie française. » Le silence qui suivit fut pesant. Élisabeth, qui tricotait dans son fauteuil, leva les yeux vers son mari. Elle savait que ce moment arriverait tôt ou tard. Le moment où leurs enfants découvriraient la vérité. « Mathilde, dit finalement Jean-Pierre avec cette patience feinte qu'il réservait aux situations délicates, tu es jeune, idéaliste. Tu ne comprends pas encore les réalités du pouvoir. » Les réalités du pouvoir ? Papa, tu es en train de devenir un dictateur. Ces crises qui tombent si bien pour tes projets de loi, ces opposants qui se taisent soudainement, cette presse qui te soutient aveuglément. Tu crois vraiment que je suis aveugle ? Jean-Pierre posa son journal et regarda sa fille droit dans les yeux. Pour la première fois depuis des mois, son masque de président bienveillant tomba complètement. Mathilde, écoute-moi bien. Ce que je le fais pour la France. Ce pays a besoin d'un leader fort, d'une vision claire, de décisions rapides. La démocratie parlementaire est un système obsolète qui paralyse l'action publique. Papa, tu t'entends parler. Tu justifies la dictature au nom de l'efficacité. Je ne justifie rien. Je constate. Et je propose une alternative. Mathilde sentit les larmes monter à ses yeux. L'homme qui lui avait appris les valeurs républicaines, qui l'avait emmené visiter l'Assemblée nationale quand elle avait 12 ans, qui lui avait expliqué l'importance de la séparation des pouvoirs, cet homme-là venait de mourir sous ses yeux. « Papa, je ne te reconnais plus. Tu apprendras à me reconnaître, Mathilde. Ou tu choisiras de partir. » Cette phrase claqua comme un coup de fouet. Élisabeth laissa tomber son tricot, choquée par la froideur de son mari. Mathilde se leva, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. « Dans ce cas, je choisis de partir. » Elle sortit de l'appartement présidentiel ce soir-là et n'y remit jamais les pieds. 3 jours plus tard, elle démissionnait de son cabinet d'avocat parisien et partait s'installer à Londres. Officiellement pour élargir son expérience internationale. En réalité pour fuir un père qu'elle ne supportait plus de regarder. Thomas, son frère de 24 ans, tenta une approche différente. Ingénieur en informatique, il était moins confronté aux enjeux politiques que sa sœur. Mais lui aussi commençait à s'inquiéter des changements qu'il observait chez son père. Un dimanche de novembre, lors d'un déjeuner familial à l'Élysée, il tenta une approche plus subtile. « Papa, j'ai lu dans la presse que ton taux de popularité atteignait des records. 82% d'opinion favorable, c'est impressionnant. » Jean-Pierre sourit. Ce sourire froid qui était devenu sa signature. Les Français comprennent enfin qu'ils ont un président qui agit au lieu de palabrer. Oui, mais... Tu ne trouves pas étrange que tous les médias disent la même chose ? Qu'il n'y ait plus aucune critique, plus aucune opposition visible ? Le sourire de Jean-Pierre se figea. Thomas, que veux-tu insinuer exactement ? Rien, papa. Je m'interroge juste sur cette unanimité soudaine. C'est inhabituel en démocratie. La démocratie, Thomas, c'est la volonté du peuple. Et le peuple français me fait confiance. Mais papa, comment peux-tu être sûr que cette confiance est authentique si plus personne n'a le droit de s'exprimer librement ? Cette fois, Jean-Pierre posa brutalement ses couverts sur la table. Le bruit métallique résonna dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. Thomas, tu es mon fils et je t'aime. Mais si tu commences à remettre en question mes méthodes, tu deviens un problème. Et tu sais comment je traite les problèmes. Le jeune homme sentit son sang se glacer. Dans les yeux de son père, il venait de lire quelque chose qui le terrifia, la menace était réelle. Cette nuit-là, Thomas Delacroix prit la décision la plus difficile de sa vie. Il quitta discrètement la France pour rejoindre sa sœur à Londres.
Officiellement pour un stage de perfectionnement en intelligence artificielle. En réalité pour échapper à un père qui était devenu un étranger dangereux. Elisabeth se retrouva seule avec son mari. Seule avec le monstre qu'il était devenu. Et chaque soir, en regardant les informations qui vantaient les succès exceptionnels du président Delacroix, elle se demandait comment elle avait pu épouser un homme capable de chasser ses propres enfants pour préserver son pouvoir. Mais le pire était encore à venir. Car Jean-Pierre Delacroix venait de découvrir quelque chose d'enivrant, il était possible de faire plier un pays entier à sa volonté sans tirer un seul coup de feu. Et cette découverte allait le pousser à franchir un cap encore plus terrifiant. Dans quelques semaines, il allait orchestrer la crise la plus grave de son règne. Une crise si parfaitement calibrée qu'elle lui donnerait enfin les pleins pouvoirs qu'il convoitait depuis le début. Mais cette fois, le prix à payer serait beaucoup plus lourd que quelques évacuations ou quelques heures de panne informatique. Cette fois, Jean-Pierre Delacroix allait découvrir jusqu'où un homme peut aller quand plus rien ne limite sa soif de pouvoir absolu. Le 15 janvier 2023, à 3h42 du matin, Jean-Pierre Delacroix fut réveillé dans ses appartements privés de l'Élysée par la sonnerie stridente de son téléphone rouge. C'était Marc Rousseau, et sa voix tremblait d'une excitation à peine contenue. « Monsieur le Président, c'est fait. L'opération Phénix finale vient de commencer. » Jean-Pierre s'assit dans son lit, parfaitement réveillé. Depuis 6 mois, il préparait ce moment avec la minutie d'un horloger suisse. La crise ultime. Celle qui allait lui donner les pleins pouvoirs constitutionnels et transformer définitivement la République française en quelque chose de totalement différent. Parfait, Marc. Combien de temps avant que les médias s'en emparent ? 2 heures maximum. Philippe a déjà briefé toutes les rédactions. À 6 heures, toute la France saura que nous sommes en guerre. En guerre. Le mot résonna dans l'esprit de Jean-Pierre comme une mélodie enivrante. Car voyez-vous, il avait compris depuis longtemps qu'il n'existe qu'une seule situation qui permette à un dirigeant démocratique d'obtenir tous les pouvoirs sans résistance, la guerre. Ou du moins, l'illusion parfaite d'une guerre. À 6 heures précises, toutes les chaînes de télévision françaises interrompirent leur programme pour diffuser un flash spécial. Claire Dubois avait parfaitement orchestré la synchronisation. Sur tous les écrans de France, le même message terrifiant, alerte sécurité nationale, attaque terroriste majeure en cours. Les images étaient saisissantes. L'explosion simultanée de 3 sites stratégiques, une raffinerie près de Marseille, un nœud ferroviaire à Lyon, et une antenne de télécommunications en région parisienne. Pas de victimes, grâce à des alertes anonymes qui avaient permis l'évacuation préventive des sites. Mais un impact psychologique dévastateur. Ce que les Français ne savaient pas, c'est que ces 3 attentats avaient été méticuleusement planifiés par Marc Rousseau et une cellule secrète de mercenaires étrangers payés via des comptes offshore. L'opération avait coûté 50 millions d'euros prélevés sur les fonds secrets de l'Élysée, mais elle allait rapporter quelque chose d'inestimable, le pouvoir absolu. À 8 heures, Jean-Pierre Delacroix apparut en direct sur toutes les chaînes françaises. Son visage était grave, ses traits tirés par une nuit blanche savamment simulée. Derrière lui, le drapeau français et le portrait de Marianne créaient une mise en scène parfaite pour un président en guerre. « Mes chers concitoyens », commença-t-il d'une voix tremblante d'émotion contrôlée, la France vient de subir l'attaque terroriste la plus grave de son histoire moderne. Des cellules dormantes, probablement liées à des puissances étrangères hostiles, ont frappé simultanément 3 sites stratégiques de notre territoire. Il marqua une pause, laissant le poids de ces mots s'installer dans l'esprit de 67 millions de Français tétanisés devant leurs écrans. Face à cette agression sans précédent contre notre souveraineté, j'ai décidé de déclencher immédiatement l'article 16 de notre Constitution. À compter de ce jour, et pour une durée indéterminée, je assume les pleins pouvoirs exceptionnels que me confère la République en temps de crise majeure. L'article 16. Ces 2 mots résonnèrent dans toute la France comme un glas. Cet article constitutionnel, créé par le général de Gaulle en 1958, n'avait été utilisé qu'une seule fois dans l'histoire, pendant le putsch des généraux en Algérie en 1961. Il donnait au président de la République des pouvoirs quasi dictatoriaux en cas de menace grave pour les institutions. Mais contrairement à 1961, cette fois, la menace était entièrement fabriquée. Ces pouvoirs exceptionnels, continua Jean-Pierre avec cette gravité étudiée qu'il maîtrisait si bien, me permettront de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger la France et les Français. Suspension temporaire de certaines libertés publiques, contrôle renforcé des communications, pouvoirs élargis des forces de l'ordre, réorganisation de l'appareil judiciaire. En quelques phrases, Jean-Pierre Delacroix venait d'enterrer la démocratie française. Et le plus terrifiant,
c'est que la majorité des Français l'applaudirent. Les sondages réalisés dans les heures suivantes par l'Institut dirigé secrètement par Philippe Garnier montraient des résultats stupéfiants. 89% des Français soutenaient l'activation de l'article 16, 92% faisaient confiance au président pour gérer la crise, 87% étaient prêts à accepter des restrictions de leur liberté pour assurer leur sécurité. Mais ces chiffres, aussi impressionnants soient-ils, cachaient une réalité plus sombre. Car pendant que les Français regardaient les images des attentats en boucle à la télévision, Marc Rousseau activait la phase la plus secrète de l'opération Phénix finale, l'élimination définitive de toute opposition politique. Le premier à tomber fut François Bertrand, l'ancien ministre de l'économie qui avait osé questionner les méthodes de Jean-Pierre. À 10h30, il fut arrêté à son domicile par une équipe de la DGSI sous l'accusation de complicité avec l'ennemi. Les preuves ? Des emails fabriqués de toutes pièces montrant des contacts suspects avec des agents étrangers. François Bertrand, cet homme intègre qui avait consacré sa vie au service public, se retrouva en garde à vue dans les sous-sols de la DGSI. Quand il demanda à voir un avocat, on lui répondit que l'article 16 suspendait temporairement ce droit. Le deuxième fut Paul Moreau, le député écologiste qui avait déjà été menacé quelques mois plus tôt. Cette fois, Marc Rousseau ne se contenta pas de chantage. À 14h, Paul Moreau fut retrouvé mort dans son bureau de l'Assemblée nationale, officiellement victime d'un malaise cardiaque. En réalité, empoisonné par une substance indétectable développée dans les laboratoires secrets de la DGSE. La troisième fut Sarah Lemoine, la journaliste d'investigation qui enquêtait sur les circonstances étranges des crises précédentes. Elle disparut purement et simplement. Sa voiture fut retrouvée abandonnée sur une aire d'autoroute près de Reims. Son corps ne fut jamais découvert. En une seule journée, Jean-Pierre Delacroix avait éliminé physiquement ou politiquement tous ses opposants majeurs. Et le plus terrifiant, c'est que personne ne protesta. La peur avait paralysé le pays. Le soir même, dans son bureau présidentiel, Jean-Pierre convoqua une réunion avec son cercle rapproché. Marc Rousseau, Philippe Garnier, Antoine Leclerc, le général Moreau, Dr Blanchard et Claire Dubois étaient tous présents. Mais cette fois, l'atmosphère était différente. Plus lourde. Plus oppressante. Mes amis, leur dit Jean-Pierre en se servant un verre de cognac Hennessy Paradis, nous venons de réussir le coup d'État le plus parfait de l'histoire moderne. Sans un coup de feu, sans une goutte de sang visible, nous venons de prendre le contrôle total de la France. Il leva son verre vers eux, mais aucun ne répondit à son toast. Car chacun commençait à réaliser l'ampleur de ce qu'ils avaient accompli. Et surtout, l'ampleur de ce qu'ils étaient devenus. Monsieur le Président, dit timidement Dr Blanchard, combien de temps comptez-vous maintenir l'article 16 ? Jean-Pierre la regarda avec ce sourire froid qui était devenu sa signature. Sarah, ma chère Sarah. Vous ne comprenez pas encore ? L'article 16 ne sera jamais levé. La menace terroriste est permanente. La France a besoin d'un leadership fort en permanence. Le silence qui suivit fut assourdissant. Chacun comprenait qu'il venait de franchir un point de non-retour absolu. Et si le peuple se rebelle ? Demanda Claire Dubois d'une voix à peine audible. Le peuple ne se rebellera pas, répondit Jean-Pierre avec une assurance glaciale. Nous contrôlons l'information, nous contrôlons la justice, nous contrôlons l'armée. Et surtout, nous contrôlons la peur. Un peuple qui a peur ne se rebelle jamais. Il obéit. Cette nuit-là, Marc Rousseau rentra chez lui dans un état de choc profond. Dans son appartement du 16e arrondissement, face à sa femme qui dormait paisiblement, il réalisa soudain l'horreur de ce qu'il avait contribué à créer. Il venait de participer à l'assassinat de la démocratie française. Et le plus terrifiant, c'est qu'il n'y avait plus aucun moyen de revenir en arrière. Les semaines suivantes furent un festival d'autoritarisme déguisé en mesures de sécurité. Création d'une police politique secrète officiellement appelée « Direction de la sécurité intérieure renforcée ». Mise en place d'un système de surveillance généralisée des communications. Réorganisation complète du système judiciaire avec la nomination de juges à tous les postes clés. Mais surtout, modification en urgence de la Constitution française. Sous prétexte d'adapter les institutions aux nouvelles menaces du XXe siècle, Jean-Pierre fit adopter par un Parlement terrorisé une série d'amendements qui transformaient radicalement le régime politique français. Suppression de la limitation du nombre de mandats présidentiels. Extension de la durée du mandat présidentiel de 5 à 10 ans. Possibilité pour le président de dissoudre l'Assemblée nationale sans limite. Création d'un Conseil de sécurité nationale, présidé par le chef de l'État et ayant autorité sur tous les autres pouvoirs.
En 6 mois, Jean-Pierre Delacroix avait transformé la Ve République française en quelque chose qui ressemblait davantage à l'empire de Napoléon III qu'à une démocratie moderne. Mais cette transformation institutionnelle s'accompagnait d'une transformation personnelle encore plus troublante. Car le pouvoir absolu était en train de détruire psychologiquement l'homme qui l'exerçait. Élisabeth fut la première à s'en apercevoir. Son mari, qui avait toujours été un homme méticuleux et organisé, devenait de plus en plus paranoïaque. Il faisait goûter tous ses repas par crainte d'empoisonnement. Il changeait de chambre chaque nuit dans les appartements de l'Élysée. Il refusait de recevoir qui que ce soit sans la présence d'au moins 3 gardes du corps. Jean-Pierre, lui dit-elle un soir de mars, alors qu'il vérifiait pour la 3e fois les serrures de leur appartement, « Tu ne peux pas continuer comme ça. Cette paranoïa va te détruire. » Il se retourna vers elle avec des yeux qu'elle ne reconnaissait plus. Des yeux injectés de sang, creusés par l'insomnie, brillant d'une lueur inquiétante. Paranoïa ? Élisabeth, je dirige un pays de 67 millions d'habitants qui me haïssent secrètement. Chaque jour, des centaines de personnes rêvent de me voir mort. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est du réalisme. Mais Jean-Pierre, si tu penses que tout le monde te hait, pourquoi continues-tu ? La question le figea. Pour la première fois depuis des mois, Jean-Pierre Delacroix s'arrêta de bouger, de calculer, de planifier. Et dans ce moment de silence, il entrevit l'abîme qui s'était ouvert sous ses pieds. Pourquoi continuait-il ? Pour la France ? Non, la France se portait plus mal que jamais. Pour le peuple français ? Non, le peuple français vivait dans la peur. Pour ses idéaux ? Quels idéaux ? Il les avait tous trahis depuis longtemps. Il continuait parce qu'il ne savait plus faire autre chose. Le pouvoir était devenu une drogue dont il ne pouvait plus se passer. Une drogue qui le détruisait de l'intérieur mais qu'il était incapable d'abandonner. Je continue, murmura-t-il finalement, parce que je n'ai plus le choix. Cette phrase résonna dans l'appartement présidentiel comme un aveu d'échec. Jean-Pierre Delacroix, l'homme qui contrôlait désormais tous les pouvoirs de l'État français, venait d'admettre qu'il était devenu l'esclave de sa propre ambition. Mais le pire était encore à venir. Car dans quelques semaines, Jean-Pierre allait découvrir le prix ultime du pouvoir absolu. Il allait découvrir que quand on a tout détruit autour de soi pour régner, on finit par régner sur un désert. Et que le désert, même quand on en est le maître, reste un endroit où l'on meurt de soif. La chute psychologique de Jean-Pierre Delacroix allait être aussi spectaculaire que son ascension politique. Et cette chute allait révéler une vérité universelle sur la nature humaine, il n'existe pas de pouvoir assez grand pour combler le vide d'une âme qui a renoncé à son humanité. Le 14 juillet 2023, exactement un an après sa révélation sur la tribune des Champs-Élysées, Jean-Pierre Delacroix se tenait seul dans son bureau présidentiel, regardant par la fenêtre le défilé militaire qu'il avait lui-même organisé. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Les soldats qui défilaient ne portaient plus l'uniforme traditionnel de l'armée française. Ils arboraient un nouvel insigne, un phénix doré sur fond noir, symbole du « renouveau français » qu'il avait instauré. À 59 ans, Jean-Pierre Delacroix était officiellement l'homme le plus puissant que la France ait connu depuis Napoléon Bonaparte. Il contrôlait tous les pouvoirs de l'État, tous les médias, toute l'information. Les sondages, entièrement manipulés par Philippe Garnier, lui donnaient 94% d'approbation. En apparence, il était le dirigeant le plus populaire de l'histoire française moderne. En réalité, il était l'homme le plus seul du monde. Cela faisait 8 mois qu'Élisabeth avait cessé de lui parler. Elle vivait toujours dans les appartements de l'Élysée, mais comme une prisonnière dorée, évitant soigneusement tout contact avec son mari. Leurs enfants, Mathilde et Thomas, ne donnaient plus aucune nouvelle depuis Londres. Ils avaient même changé de nom, prenant celui de leur mère, pour effacer tout lien avec leur père. « Monsieur le Président, » dit son secrétaire particulier en entrant dans le bureau, « le général Moreau souhaite vous voir. Il dit que c'est urgent. » Jean-Pierre soupira. Même ses plus proches collaborateurs ne venaient plus le voir que pour des crises ou des problèmes. Plus personne ne venait simplement pour discuter, pour partager un moment humain. Il était devenu un roi Midas inversé, tout ce qu'il touchait se transformait en peur. « Faites-le entrer. » Le général Moreau entra, le visage grave. Cet homme de 54 ans, qui avait été l'un des piliers de l'ascension de Jean-Pierre, semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques mois. « Monsieur le Président, nous avons un problème. Marc Rousseau a disparu. » Jean-Pierre se figea. Marc Rousseau, son bras droit, l'homme qui connaissait tous ses secrets, qui avait orchestré toutes ces opérations clandestines, venait de disparaître.
Comment ça, disparu? Il n'est pas rentré chez lui hier soir. Sa femme a signalé sa disparition ce matin. Nous avons fouillé son bureau, son appartement. Rien. Comme s'il s'était volatilisé. Jean-Pierre sentit la paranoïa familière monter en lui comme une marée noire. Marc Rousseau connaissait tout. Les faux attentats, les assassinats, les manipulations. S'il parlait, s'il témoignait, tout l'édifice s'effondrerait. Général, je veux que vous mobilisiez tous nos moyens. Trouvez-le. Mort ou vif. Monsieur le Président, il y a autre chose. Nous avons intercepté des communications étranges. Il semblerait qu'un réseau de résistance soit en train de se former. Des anciens militaires, des magistrats révoqués, des journalistes exilés. Jean-Pierre ferma les yeux. Il avait toujours su que ce moment arriverait. Qu'on ne peut pas écraser un peuple indéfiniment sans qu'il finisse par se rebeller. Mais il avait espéré avoir plus de temps pour consolider son pouvoir. Combien sont-ils? Difficile à dire. Peut-être quelques centaines. Mais ils sont organisés, discrets. Et ils ont des soutiens à l'étranger. Cette nuit-là, Jean-Pierre ne dormit pas. Seul dans sa chambre blindée de l'Élysée, entouré de gardes du corps, il réalisa soudain l'absurdité de sa situation. Il était l'homme le plus puissant de France, mais il avait peur de son propre peuple. Il contrôlait tout, mais il ne maîtrisait rien. À 3 heures du matin, il se leva et se dirigea vers son bureau personnel. Dans le tiroir secret de son secrétaire, il conservait un objet qu'il n'avait pas regardé depuis des mois, une photo de famille prise 5 ans plus tôt, avant que tout commence. Élisabeth souriait, radieuse. Mathilde et Thomas l'entouraient, complices et heureux. Et lui, au centre, avait l'air d'un homme comblé. En regardant cette photo, Jean-Pierre Delacroix eut une révélation terrifiante. L'homme sur cette photo était mort. Il était mort le jour où il avait décidé de trahir Henri Moreau. Il était mort le jour où il avait choisi le pouvoir plutôt que l'humanité. Et à sa place était né un monstre qui ne savait plus que détruire. Le lendemain matin, il convoqua Élisabeth dans son bureau. Elle arriva avec cette expression fermée qu'elle arborait désormais en permanence, comme un masque de protection contre la toxicité de son mari. « Élisabeth, assieds-toi. Je veux te montrer quelque chose. » Il lui tendit la photo de famille. Elle la regarda longuement, et pour la première fois depuis des mois, ses yeux s'humidifièrent. « Pourquoi me montres-tu ça, Jean-Pierre ? » « Parce que je viens de comprendre quelque chose. Cet homme sur la photo, c'était moi. Et je l'ai tué. » Élisabeth leva les yeux vers lui, surprise par cette soudaine vulnérabilité. « Tu peux encore redevenir cet homme, Jean-Pierre. Il n'est pas trop tard. » « Si, Élisabeth. Il est trop tard. Bien trop tard. » Il se leva, fit quelques pas vers la fenêtre, puis se retourna vers elle. « Tu sais ce qui me fait le plus peur ? Ce n'est pas la résistance qui se forme contre moi. Ce n'est pas Marc Rousseau qui a disparu. Ce n'est même pas la possibilité de perdre le pouvoir. Qu'est-ce qui te fait peur alors ? C'est de réaliser que même si je récupérais tout ce que j'ai perdu, toi, nos enfants, l'amour du peuple français, je ne saurais plus quoi en faire. Le pouvoir absolu m'a détruit de l'intérieur, Élisabeth. Il a tué ma capacité à aimer, à faire confiance, à être heureux. » Cette confession brisa quelque chose en Élisabeth. Pour la première fois depuis des mois, elle vit dans les yeux de son mari non pas le dictateur froid qu'il était devenu, mais l'homme brisé qu'il était en train de redevenir. « Jean-Pierre, il faut que tu arrêtes. Que tu rendes le pouvoir. Que tu demandes pardon. » « Pardon ? Élisabeth, j'ai fait assassiner des gens. J'ai détruit la démocratie française. J'ai transformé notre pays en dictature. Tu crois vraiment qu'on pardonne ça ? On peut essayer. Jean-Pierre la regarda longuement, et pour la première fois depuis des mois, il sourit. Pas de son sourire froid et calculateur, mais d'un sourire triste et résigné. Tu sais ce qui est ironique ? Pendant toutes ces années, j'ai cru que le pouvoir me donnerait tout ce que je désirais. La reconnaissance, le respect, la capacité de changer le monde. En réalité, il m'a tout pris. Mes enfants, ma femme, mon âme. Il s'assit lourdement dans son fauteuil présidentiel, soudain épuisé. Le pouvoir absolu, Élisabeth, c'est comme une drogue. Au début, il te donne l'impression d'être invincible. Puis, petit à petit, il te détruit. Et quand tu t'en rends compte, il est trop tard pour arrêter.
Cette conversation fut interrompue par l'arrivée précipitée du général Moreau. « Monsieur le Président, excusez-moi, mais nous avons trouvé Marc Rousseau. »« Où ?»« À l'aéroport de Genève. Il tentait de prendre un vol pour les États-Unis avec de faux papiers. Nous l'avons intercepté juste à temps. » Jean-Pierre sentit un mélange de soulagement et d'angoisse. Marc était retrouvé, mais sa tentative de fuite confirmait ses pires craintes. « Amenez-le-moi. » Immédiatement. 1 heure plus tard, Marc Rousseau était escorté dans le bureau présidentiel par 4 gardes armés. L'homme qui avait été le bras droit de Jean-Pierre pendant des années semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques jours. Ses cheveux étaient devenus gris, son visage creusé par l'angoisse. « Marc, » dit Jean-Pierre d'une voix étrangement calme, « pourquoi ?» Marc Rousseau le regarda droit dans les yeux. Et pour la première fois depuis qu'ils se connaissaient, il ne baissa pas le regard. « Parce que je n'en peux plus, Jean-Pierre. Parce que je me réveille chaque nuit en pensant à Paul Moreau que nous avons empoisonné. Parce que je ne supporte plus de voir ce que nous avons fait de la France. Nous avons sauvé la France, Marc. Nous lui avons donné un leadership fort. Nous avons détruit la France, Jean-Pierre. Et nous nous sommes détruits nous-mêmes. » Le silence qui suivit fut pesant. Jean-Pierre regardait cet homme qui avait été son complice le plus fidèle, et il y lisait le reflet de sa propre déchéance. « Qu'est-ce que tu voulais faire aux États-Unis ? Témoigner. Raconter la vérité. Essayer de réparer une partie du mal que nous avons fait. » Jean-Pierre acquiesça lentement. Il comprenait. Marc Rousseau avait fait le choix que lui-même n'arrivait pas à faire, celui de la rédemption. « Tu sais que je ne peux pas te laisser partir. » « Je sais. Tu sais aussi ce que ça signifie. »« Je sais. » Jean-Pierre se tourna vers le général Moreau. « Général, emmenez monsieur Rousseau. Vous savez ce que vous avez à faire. » Marc Rousseau fut emmené sans résistance. Il savait qu'il ne reverrait jamais la lumière du jour. Mais étrangement, pour la première fois depuis des mois, il se sentait en paix avec lui-même. Cette nuit-là, seul dans son bureau, Jean-Pierre Delacroix prit la décision la plus importante de sa vie. Il sortit de son coffre-fort personnel un document qu'il avait rédigé des semaines plus tôt mais qu'il n'avait jamais eu le courage de signer, sa lettre de démission. Mais au moment de prendre son stylo, sa main se figea. Car il venait de réaliser quelque chose de terrifiant, même s'il démissionnait, même s'il rendait le pouvoir, il ne pourrait jamais échapper à ce qu'il était devenu. Les crimes qu'il avait commis, les vies qu'il avait détruites, l'homme qu'il avait tué en lui-même, rien de tout cela ne pourrait jamais être effacé. Jean-Pierre Delacroix était condamné à vivre avec le monstre qu'il était devenu. Et cette condamnation était pire que n'importe quelle prison. Le 15 août 2023, un mois après cette nuit de révélation, Jean-Pierre Delacroix fut retrouvé mort dans son bureau présidentiel. Officiellement, il s'agissait d'un arrêt cardiaque. En réalité, cet homme de 59 ans, en parfaite santé physique, était mort de quelque chose de beaucoup plus profond. Il était mort de solitude, de culpabilité et de la découverte que le pouvoir absolu ne peut jamais combler le vide d'une âme qui a renoncé à son humanité. Sa mort marqua la fin de la dictature française la plus courte mais la plus parfaite de l'histoire moderne. En 18 mois, Jean-Pierre Delacroix avait réussi à transformer une démocratie en régime autoritaire sans tirer un seul coup de feu. Mais cette réussite technique avait eu un prix, sa propre destruction psychologique. Élisabeth Delacroix, redevenue Élisabeth Moreau après avoir repris son nom de jeune fille, vécut ces dernières années dans un petit village de Provence, loin de Paris et de ses souvenirs douloureux. Elle ne parla jamais publiquement de son mari, mais ceux qui la connaissaient disaient qu'elle répétait souvent la même phrase, « Le pouvoir absolu ne corrompt pas seulement, il détruit. » Mathilde et Thomas Delacroix, devenus Mathilde et Thomas Moreau, ne revinrent jamais en France. Ils construisirent leur vie à Londres, loin de l'héritage toxique de leur père. Mais ils portèrent toute leur vie le poids de cette question, comment l'homme qui leur avait appris les valeurs républicaines avait-il pu devenir le fossoyeur de la République ? L'histoire de Jean-Pierre Delacroix nous enseigne une vérité universelle sur la nature humaine, l'ambition sans limite est un poison qui détruit d'abord celui qui la porte. Le pouvoir absolu ne rend pas heureux, il rend fou. Et la plus grande victoire politique peut cacher la plus grande défaite humaine. Car voyez-vous, Jean-Pierre Delacroix avait obtenu tout ce qu'il pensait désirer, le pouvoir, la reconnaissance, la capacité de plier un pays entier à sa volonté. Mais en obtenant tout cela, il avait perdu l'essentiel, sa capacité à aimer et à être aimé, sa paix intérieure, sa simple humanité. Sa tragédie n'était pas d'avoir perdu le pouvoir. Sa tragédie était d'avoir découvert, trop tard,
que le pouvoir absolu est la prison la plus sophistiquée que l'homme puisse construire pour lui-même. Et dans cette prison dorée de l'Élysée, entouré de tous les symboles du pouvoir suprême, Jean-Pierre Delacroix était mort de la plus cruelle des morts, celle de l'âme qui se dessèche faute d'amour et de connexion humaine authentique. Son histoire nous rappelle que le vrai pouvoir n'est pas celui de dominer les autres, mais celui de rester maître de soi-même. Et que la plus grande force n'est pas celle de tout contrôler, mais celle de savoir renoncer quand il est encore temps de sauver son humanité. Aujourd'hui, quand vous regardez les dirigeants de ce monde, quand vous observez ceux qui semblent avoir tout le pouvoir, souvenez-vous de Jean-Pierre Delacroix. Souvenez-vous que derrière chaque dictateur se cache un homme qui a choisi le pouvoir plutôt que l'amour. Et que ce choix, aussi tentant soit-il, mène toujours au même endroit, la solitude absolue d'une âme qui s'est vendue pour régner sur un désert. Car la leçon ultime de cette histoire n'est pas politique, elle est profondément humaine, nous avons tous en nous la capacité de devenir des monstres si nous laissons nos ambitions étouffer notre humanité. Mais nous avons aussi, chaque jour, le choix de rester humain. C'est ce choix, répété jour après jour, qui fait la différence entre un leader et un dictateur, entre un homme de pouvoir et un homme de cœur, entre une vie réussie et une existence gâchée. Jean-Pierre Delacroix avait fait le mauvais choix. À vous de faire le bon.